BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. On est ensemble jusqu'à 18h, on attend la première cotation de Snap, on pourra... Ah bah ça y est, c'est parti, plus 40% pour Snap qui cote 24,50 $. On va essayer de retrouver Sabrina qui est sur le floor du New York Stock Exchange avec une ambiance, j'imagine, impressionnante. Toutes les équipes de Snap, les banques conseils qui ont accompagné le dossier en bourse doivent être très contents de ce résultat, en tout cas de cette première journée de bourse, plus 45%. Je vous redonne la parole, Vincent Fourcault, vous êtes avec nous, président d'UNCIAM. Ce dossier, vous ne le comprenez pas, en tout cas sur ces niveaux de valorisation. Vous dites honnêtement, ça n'est pas une introduction en bourse sérieuse. Tout a un prix. Twitter, c'est 10 milliards. Là, on est peut-être à 35 milliards de capitalisation pour Snap. Ça ne les vaut pas pour une entreprise qui fait des pertes, qui a même encore aggravé ses pertes en 2016. Plus de 500 millions de dollars de pertes pour 400 millions de dollars de revenus. Comment on explique sur une première séance, alors là c'est peut-être de la mécanique d'introduction en bourse, mais comment on explique qu'un dossier comme ça bondisse de quasiment 50% sur une première cotation? C'est un travail remarquable des banques conseils, qui doivent prendre une commission sur, je pense, l'atteinte de certains objectifs, et la dimension très marketing des marchés financiers aujourd'hui, qui sont plus drivés sur le ressenti, la perception, le momentum, que sur la valorisation des entreprises. Nous, on le constate tous les jours dans nos investissements, on fait très attention au momentum. Vous avez des sociétés remarquables qui peuvent perdre 40% du jour au lendemain. Rappelez-vous LinkedIn sur une publication de résultats. Et puis, au bout de 2 trimestres, Microsoft qui dit « Oulala, en fait, ça vaut bien 20 milliards et non pas 12 milliards » et qui a racheté la société sur son plus haut historique. Mais le marché est très excessif dans les deux sens. Et nous, on estime que c'est très bien pour Snapchat. Lever 3,4 milliards de dollars, c'est formidable pour eux. Ils en auront besoin de toute façon. Mais nous, on fait pas partie du jeu. Et... Bon, de toute façon, soit il fallait en avoir, soit il fallait être actionnaire historique, ou en tout cas avoir participé au tour de table. Et là, évidemment, ils sont très contents. Ils ont pris plus de 50% évidemment pour certains d'entre eux, parce que le prix d'introduction était fixé à 17 $. Soit il faut attendre de voir ce que va donner le dossier dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais attention, là, on parle d'une levée de capitaux que de 3 milliards. C'est tout petit pour le marché américain. Les marchés de capitaux américains, l'IPO de Facebook, c'était 18 milliards qui ont été levés. Ah, ça n'a rien à voir. Direction le floor du New York Stock Exchange. Sabrina, on vous retrouve sur place avec cette première cotation impressionnante, ce pop comme on dit pour le titre Snap à l'ouverture, pour sa première cotation en tout cas, qui prend quasiment 50%. Ouais, pas mal du tout là. On est sur un titre en hausse de 45%, 24,82 $, très exactement pour le titre Snap ce matin. Premiers échanges donc il y a quelques instants. On a loupé juste la cloche là pour signaler cette ouverture, ces premiers échanges. Ça souffle un petit peu là sur le floor. On était tous un petit peu stressés là. On attendait ce moment. Ça se passe très très bien. Donc 45% de progression, 24,70 $. Nettement au-dessus de la fourchette indicative qui avait été fixée à 17 $, dans le haut de la fourchette qui était entre 14 et 16 $, avec donc une très beau premier test pour Snap, cette première IPO tech de l'année. C'est la plus importante depuis Alibaba, la plus importante en ce qui concerne le segment des réseaux sociaux depuis Twitter, et donc belle progression, donc un succès. On verra ce que ça donnera bien sûr à la clôture, mais en tout cas c'est le sourire là. On avait déjà les employés de Twitter qui étaient sur le floor. Bon, ils ont rapidement disparu, mais ils avaient vraiment le sourire, avec donc peut-être le début ça y est enfin de toutes ces IPO que l'on attend depuis un petit moment, dont on parle beaucoup. Uber, Airbnb, il n'y a pas que ça, il y a Tids, mais une belle première cotation donc, et ça continue. On est actuellement à 45 $ sur le titre Twitter, progression donc 45% sur le titre Twitter à 24,72 $. Tout se passe bien, donc on regarde bien sûr en gardant un œil sur l'évolution du titre tout au long de la journée, et puis surtout sur les prochaines séances, car c'est véritablement ça le test. On savait d'après ce qui se disait pendant le roadshow que la demande était là. On veut un petit peu de ce Snap, cette société qui a réussi vraiment à faire son trou dans le
segment des millennials, les millénials, c'est compliqué. Alors effectivement, on verra encore une fois si c'est un sort Twitter ou un sort Facebook, mais pour le moment, donc tout se passe très très bien, Grégoire. 24,64 $, une progression de 45% pour le titre. Merci Sabrina, on suit avec vous et vous restez pour nous sur le floor du New York Stock Exchange. On reviendra vous voir effectivement pour suivre l'évolution de Snap sur ces premières minutes de cotation. Vos commentaires, Pascal Bernachon, Cabel Richelieu Gestion, sur l'engouement du marché, la réaction de marché, sur le dossier qui perd de l'argent. Comment vous regardez ça? Est-ce que c'est un signe fort pour l'appétit, pour le risque aujourd'hui Oui, naturellement, il y a de l'appétit pour le risque. Ça, ouais. On le voit dans le high yield, on le voit dans beaucoup de choses. Il y a de la liquidité et il y a de l'appétit pour le risque d'une manière générale. Mais je reprends totalement les termes de madame. Ça me rappelle effectivement l'année 2000 où je disais à mes collaborateurs à l'époque, moi je suis désolé, je peux pas payer ça à ce prix-là. Donc si vous voulez, effectivement, ça a été dit, je vais pas le répéter, aller acheter une société qui fait à peu près autant de pertes que son chiffre d'affaires. Mais ça sent 2000 comme ça sentait 2000 quand Twitter est rentré en bourse, comme Facebook, est rentré en bourse, ou là c'est encore différent. Là il y avait un début, si vous voulez. Et Facebook, ça s'est mal passé au début. Oui, personne pensait, enfin tout le monde disait ça marchera jamais, grosso modo. Là, on arrive à une multiplication, si vous voulez, des réseaux sociaux. On parle beaucoup des millénials, c'est un terme qui est extrêmement à la mode dernièrement. Il faut quand même être conscient que dans certains pays, la démographie est quand même pas favorable à cette génération des millénials. Et puis ces millénials, ils deviennent adultes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez, dans leurs choix, dans leurs achats, dans leur acquisition, ils deviennent beaucoup plus circonspects qu'ils ne peuvent l'être lorsqu'ils ont 16, 18, 20 ans. Donc il y a un temps pour tout. Là, on vit, je dirais, un petit peu sur une euphorie qui, à mon avis, logiquement, ne devrait pas durer éternellement. Sauf que, par exemple, sur un réseau comme Facebook, on a vu une nouvelle génération aussi qui s'est ouverte à Facebook. Tout le monde y est. Mais, oui, Facebook, mais tout le monde n'y était pas au départ, Pascal. Sur Facebook, tout le monde n'y était pas au départ. En 2005, 2006, 2007, c'était aussi un truc de millennials, Facebook. Oui, mais voilà. Attendez. Alors, Vincent, excusez-moi, en deux mots, une personne qui travaille normalement, je veux dire, je prends mon exemple, je suis depuis peu de temps d'ailleurs sur Facebook. Vous arrivez en retard sur Facebook, complètement justement. En retard, mais je fais partie de la génération qui est un peu fermée à ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive, je peux pas consacrer dans ma journée du temps à aller sur tous les réseaux sociaux. Ou alors d'abord mon employeur va peut-être pas apprécier, et puis n'importe comment, j'ai pas le temps matériel pour le faire. Donc il va sortir, je dirais, de tous ces réseaux sociaux des gagnants. Je pense que Facebook en sera un, bien évidemment. Twitter est un autre gadget pour moi, si vous voulez, de communication rapide, avec tous les défauts que ça représente. Mais on peut pas avoir, je dirais, des centaines. L'important, c'est qu'une société soit rentable ou qu'on espère sa rentabilité dans un laps de temps réduit. Vincent. Est-ce que les millennials aujourd'hui, est-ce que ça peut être plus que les millennials demain, Snap, ou est-ce que ça est condamné à rester un réseau social de jeunes? Il est impossible, d'après nous, que les personnes de notre génération, c'est-à-dire la génération Y plus âgée que les millennials, donc ceux qui sont nés dans les années 80 ou avant, soient en mesure d'utiliser Snapchat, parce que les usages sont totalement différents. C'est complètement inédit l'usage. On y va 20 fois par jour et on y passe quelques minutes par jour. C'est-à-dire qu'on est là juste pour aller constater, checker une information, la cliquer, la double-cliquer et elle s'en va. Donc en termes d'usage, on n'est pas là pour traîner sur Facebook, contrairement au bureau, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à avoir leur Facebook allumé en fond. Traîner sur Snap, voilà, on n'est pas là. On ne traîne pas sur Snapchat et du coup on n'a pas la possibilité d'être imprimé par la publicité. Et c'est ça qui pose un problème pour l'annonceur. L'annonceur, il ne voit pas pourquoi aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs l'utilisateur, serait en mesure de valoriser une publicité et ensuite de consommer à partir de cette publicité. Béatrice, est-ce qu'on peut dire un mot, et encore une fois, vous connaissez bien les arcanes et les rouages de Wall Street, le rôle des banques dans une introduction en bourse comme celle-là, le rôle des banques aussi dans le succès du premier jour, c'est un rôle crucial. Ah oui, très important. Effectivement, c'est une superbe opération de marketing bancaire. Marketing, vous reprenez le terme. Oui. Ils ont très bien fait leur roadshow, ils ont très bien fait leur monter la mayonnaise, faire de la publicité. Enfin, tous les investisseurs sont quand même pas aveuglés. Enfin, des pitchs de boîtes qui entrent en bourse, ils doivent en avoir vu quand même. Faire un coup. Rentrer,
Et puis peut-être sortir assez vite en ayant gagné de l'argent très vite. En disant, donc là, faut pas rater ça. place aux spéculateurs. Mais oui, c'est spéculatif. À mon avis, c'est complètement spéculatif. Bon, place aux spéculateurs. J'ai 3 personnes là autour de moi qui sont pas du tout convaincues par le dossier Snap. J'essaye de le défendre un peu, de me faire l'avocat du diable. En tout cas, aujourd'hui, ça se passe bien hein. Dans le marché. Il y a quand même des gens qui ont acheté aujourd'hui. Alors bon, ça plafonne un peu à 45% de hausse, hein, 24,50 $. Je vous rappelle, le prix d'introduction était fixé à 17 $. Donc là, on explose évidemment le compteur de la valorisation. On est à peut-être 35 milliards de capitalisation boursière pour Snap aujourd'hui. Juste pour rappel, Twitter, ça vaut 10 milliards. C'est ça en bourse, 12 milliards aujourd'hui. Donc une capi 3 fois supérieure à celle de Twitter aujourd'hui. Sur cette première séance de bourse pour Snapchat, je vous rappelle, hein, donc on est à près de 25 $ pour le titre, pour un prix qui a été fixé à 17 $. On sera de retour au New York Stock Exchange dans la prochaine demi-heure avec Sabrina Quagliosi qui nous fait vivre ce moment, cette première grosse introduction en bourse de l'année sur les marchés américains. Première grosse introduction en bourse dans le secteur tech depuis, alors on peut remonter, il y a eu Alibaba, Twitter bien sûr, Facebook également en 2012. Donc c'est l'événement du jour dans des marchés qui se sont un peu calmés. On marque une pause et on va vivre ensemble la clôture en Europe. Fin de séance sur les marchés européens, on va voir la clôture définitive du CAC 40 dans quelques instants. On va dresser le panorama de cette séance. Le CAC qui reste proche de l'équilibre après sa plus grosse séance de l'année hier. On avait gagné plus de 2%, revenu sur les plus hauts annuels. 4965 points. On notera Engie qui s'est distingué, plus 8% après ses résultats annuels. Et puis surtout la perspective d'un retour à une croissance organique en 2017. Ça plaît donc très largement au marché. On avait les résultats de Lafarge-Holcim également et les perspectives 2017. Alors en plus avec la cerise sur le gâteau, les plans de relance aux États-Unis, Lafarge-Holcim se dit en capacité évidemment d'en profiter très largement. Le titre prend plus de 1%. On a eu de bonnes choses également dans le secteur parapétrolier avec Subsea 7 à Oslo. Le titre prend 5,5%. Dans les médias, JC2Co à Paris prend 4,5% après sa publication. Et puis on a eu Manitou également dans le secteur des machines de manutention hein, pour la construction, l'agriculture, l'industrie. Manitou qui a bien publié. Le titre prend près de 4%. Voilà pour le panorama de cette fin de séance en Europe. Revenons à l'actualité immédiate qui est la première cotation de Snap, la maison mère de Snapchat, au New York Stock Exchange, donc à Wall Street, avec un bond de 45% pour le titre. Dans les premiers échanges, le prix d'introduction en bourse était fixé à 17 $. On cote directement près de 25 $, hein, 24,70 $, donc une capitalisation boursière de l'ordre de 30-35 milliards de dollars pour Snapchat actuellement. Un mot tout à l'heure, vous nous disiez, Pascal Bernachon, ça vous fait penser à les années 2000, la bulle des années 2000. Évidemment, ça dit comme ça paraît pas être un très très bon signal pour les marchés. Enfin, tout le monde est aveuglé, on est dans l'euphorie totale, on est prêt à acheter n'importe quoi aujourd'hui. Snapchat en est l'exemple parfait. Là, on est dans un épiphénomène, je dirais, avec, je dirais, tout un domaine, je dirais, de digitalisation, de réseaux dont on ne soupçonne pas encore, je dirais, toutes les retombées qu'il pourrait y avoir dans le futur. Donc, n'extrapolons pas, si vous voulez, ce secteur à l'ensemble de l'économie. Je crois qu'il faut regarder ce que Madame a dit à juste titre, les fondamentaux de l'économie, les espoirs portés par Monsieur Trump sur la donne économique, l'action de la Réserve fédérale, somme toute modérée, je le répète, qui sont effectivement des facteurs de soutien des marchés avec, on le disait tout à l'heure ensemble, une reprise des investissements dans le pétrole. Hein. Exxon ce matin a annoncé un programme de 20 milliards d'investissements pour l'année prochaine, enfin pour cette année, pardon. Ce qui veut dire qu'effectivement, les parapétrolières vont pouvoir retrouver un petit peu le sourire. Et je suis bien d'accord, Subsea 7 a produit de très bons résultats. Mais ça veut dire que malgré Snap, on n'est pas dans l'ambiance de 2000, on n'est pas dans l'irrationalité des marchés qu'on pouvait avoir en 2000. On en parlait avec Madame juste avant de vous rejoindre. On est probablement, c'est la question qu'on se pose, on n'a pas la réponse, dans un bull market qui peut durer. Pourquoi? Parce que déjà depuis 8 ans aux États-Unis, si je ne m'abuse. Qui s'accélère, je dirais. Hein, on va pas reprendre les 8 ans parce que s'il s'accélère en fin de parcours comme ça, enfin, à ce moment-là, en tout cas du cycle, on se demande si c'est pas le fin de parcours. Ne prenons pas les 8 ans. N'oublions quand même pas que les premières années sont quand même un retour, je dirais, à une
normalisation après un accident dramatique. D'accord ? Aujourd'hui, on a effectivement des facteurs d'un point de vue macroéconomique. Si vous regardez la Chine, même le PIB de l'Inde s'est avéré, grâce à la démonétarisation, plus élevé que ce qu'on l'attendait. Le Brésil va un petit peu mieux. La zone euro a des indicateurs économiques qui sont en forme. Les États-Unis ont des indicateurs économiques qui sont en forme. Donc, bien évidemment, il peut y avoir une consolidation sur un événement X, Y ou Z de l'ordre de 4 ou 5%. Mais pour le moment, on n'est pas, je dirais, dans une zone de risque grave. Béatrice Philippe, présidente de 4 Points IM, est-ce que l'euphorie qu'il y a autour de Snap, et je rappelle, aucun d'entre vous autour de cette table est convaincu par le dossier, vous n'êtes pas acheteur de Snap, vous l'étiez pas et vous l'êtes pas aujourd'hui, alors que le titre prend 45% pour sa première cotation. Est-ce que c'est, oui, un épiphénomène? Est-ce que c'est stock spécifique, c'est juste une histoire autour de Snap, ou est-ce que ça révèle aussi un sentiment un peu d'euphorie aujourd'hui sur ces marchés américains? Dow Jones à 21 000 points, hier on tape les 2400 points sur le S&P 500, tous les médias américains, les médias financiers s'excitent tous les jours autour des records qu'il y a à Wall Street. Quand on regarde ça et qu'on essaye de prendre un peu de recul, on se dit, oulala, ils sont, ça y est, c'est l'euphorie totale là. Tout le monde achète, il faut acheter, il faut acheter. Alors, je pense qu'effectivement, le marché, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que le marché est très cher. Tout n'est pas très cher sur le marché. Je pense que Snap, c'est effectivement stock spécifique, c'est un peu un épiphénomène. Donc c'est pas 2000, non mais c'est ça ma question. Hein. Non mais 2000, il faut voir aussi que c'était la tech et la biotech, mais qu'il y avait des tas de choses qui étaient très très délaissées en 2000. Hein. Tout n'était pas cher en 2000. Il y avait la bulle tech, il y avait la bulle qui incluait la biotech, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est très différent. Mais c'était une bulle plus large parce que ça couvrait toute la tech et ça couvrait toute la biotech, mais c'était pas tout le marché. Aujourd'hui, effectivement, les fondamentaux sur l'économie et sur les résultats des sociétés et sur du fondamental solide sont là. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur disait. Ouais. Effectivement, c'est pas la fin du bull market parce que les bénéfices des sociétés ont continué à s'améliorer, devraient s'améliorer à mon avis encore plus, surtout s'il y a des baisses d'impôts, les dépenses d'infrastructure, l'immobilier qui va bien, le reste du monde qui va pas si mal, qui va plutôt mieux. Donc on est dans un scénario qui est positif. Bon, des marchés américains alors qui sortent d'une séance de multiples records. On marque une pause. Le dossier Snap qui s'envole de près de 50%. On va très largement y revenir. Juste marquons la clôture définitive à la Bourse de Paris ce soir. Légèrement positive à peine, hein, de manière symbolique. On grappille encore quelques points, plus 0,06% pour le CAC 40, 4963 points. Là aussi, hein, sur les marchés européens, on digère la grosse séance d'hier. Hein, c'était la plus grosse séance de l'année en termes de performance pour les indices européens, au plus haut depuis fin 2015. Le CAC 40 sur ses plus hauts annuels à 4963 points ce soir. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau, Pascal Bernachon, stratégiste de KBL Richelieu Gestion, Béatrice Philippe, présidente de 4 Points IM, et Vincent Fourcault, président d'Uncia Asset Management, spécialiste des dossiers de croissance, d'ultra croissance, puisque les entreprises que vous recherchez sont les entreprises qui sont capables de doubler de chiffre d'affaires en 5 ans. Sur le dossier Snap, vous n'êtes pas convaincu, vous dites que cette introduction en bourse n'est pas sérieuse, Vincent. Comment on explique, alors qu'on a fixé un prix en haut de la fourchette et même au-delà du haut de la fourchette de prix indicative, tout le monde pensait qu'on allait rester raisonnable par rapport à ça, $17, comment est-ce qu'on explique que on n'a même pas coté $17 mais quasiment directement $25. On est en train de toucher les $25 là sur le titre Snap aujourd'hui. Alors l'explication elle est purement technique aujourd'hui. Comment ça se passe une IPO? On essaye d'identifier des acquéreurs, des acheteurs potentiels. On va les rencontrer dans le cadre d'un roadshow. Et puis on arrive à essayer de ressentir leur intérêt. On connaît les clients. Quand je m'appelle Goldman Sachs et je vais voir Fidelity dans son fonds technologique qui fait 140 milliards et qui j'ai le sentiment qu'il veut en mettre 1% de son portefeuille, c'est-à-dire à peu près 1,4 milliard à terme, et qu'aujourd'hui on propose 3,4 milliards de papier, je sais que ma demande elle est forte. Alors je vais lui proposer, c'est l'un de mes meilleurs clients, peut-être de pouvoir remplir son objectif à hauteur de 30% de sa demande. Et je vais faire ça, la même chose avec l'ensemble de ces acheteurs potentiels. On fait un tour de la place, quoi. Le tour de la place. Et à un moment donné, tout le monde en a un petit peu, mais pas suffisamment pour faire une ligne descente. Et du coup, tout le monde va vouloir compléter sa ligne. Et c'est pour ça qu'on est... Parce qu'il faut en avoir un certain montant pour que ça puisse représenter quelque chose dans les portefeuilles et que c'est un sens. C'est un sens. Voilà. Quel que soit le prix, puisque de toute façon, on a un bon prix finalement
50% par rapport au prix qui se traite maintenant, c'est 35% moins cher, donc 50% plus cher maintenant. Mais du coup, le prix moyen est acceptable. Après, ils feront leur comité de gestion et les prochains trimestres seront décisifs pour la société en termes de communication et de perspective. Mais aujourd'hui, c'est purement technique. Ça vaut combien Snap, selon vous? Snapchat, moi, je pense que ça vaut probablement aux alentours de 5 milliards de dollars. Waouh! Une entreprise qui ne fera probablement jamais de profit, ça vaut pour sa marque, comme Twitter, quelques 10 milliards. Voilà. Et une marque globale, ça vaut pas beaucoup plus. Nous, en fait, cette IPO est très enthousiasmante pour nous qui sommes actionnaires de Facebook. Facebook, si on devait appliquer les ratios de valorisation actuels de Snapchat, quelques 30 milliards. En fait, Facebook devrait valoir 1200 milliards de dollars, 1,2 trillion. Ça en vaut quoi, 400? Et ça en vaut 400 milliards. Mais 400 milliards, si on revient à, je pense, des réflexes d'investisseurs dits traditionnels, 400 milliards, c'est juste 20 fois les résultats de 2018. C'est juste 20 fois 20 milliards de profit, net profit, en 2018. Ce qui est tout à fait acceptable pour un leader mondial en croissance. Et d'une très belle entreprise leader, ce qui n'est pas le cas de Snapchat. Alors, sur l'introduction en bourse, je comprends la défiance que vous avez vis-à-vis du dossier, on y est revenu, c'est vrai que c'est un dossier qui est très critiqué sur ces niveaux de prix, parce qu'encore une fois, et Vincent vient de le dire, tout a un prix, une marque, ça vaut quelque chose, et voilà, peut-être qu'un jour ce sera racheté 5 milliards, ou j'en sais rien, 50, on ne sait pas, pour l'instant, c'est vraiment les tout débuts de Snap. C'est important quand même qu'il y ait une introduction en bourse comme ça, il y a d'autres dossiers qui arrivent, c'est vrai qu'on attendait depuis longtemps quand même une grosse introduction emblématique comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers dans les cartons? Est-ce que le marché a besoin aussi de ce renouvellement? Alors Snap, on comprend, Béatrice, que l'histoire vous passionne pas et que c'est pas un dossier c'est pas un cas d'investissement qui vous intéresse, mais est-ce que derrière ça peut permettre d'ouvrir la voie à d'autres dossiers qui chercheront à aller se financer en bourse peut-être? Effectivement, ceci dit, les gens de Snap qui ont vendu à 17 $, ils doivent regretter que ça soit pas à 24,50 ou ah bah 25, oui. Mais c'est vrai que ça amènera peut-être d'autres licornes ou autres à s'introduire. Il faut espérer d'ailleurs, parce qu'il faut un renouvellement, il faut des nouvelles idées. Je pense que ça serait plutôt dans la biotech ou dans la tech. Je sais pas, c'est pas vraiment mon domaine à moi. Moi, je suis plutôt sur ce qui est relativement stable, ce qui croît mais relativement stable. C'est pas le cas de ce qui est de la tech. C'est symbolique, c'est important ce genre d'introduction en bourse. On en a fait beaucoup autour de Facebook, autour de Twitter, autour d'Alibaba. C'est toujours des grands moments quand même pour les marchés. Est-ce que ça, même si le dossier est critiquable, est-ce que ça montre quand même une bonne santé, un bon fonctionnement des marchés financiers ou... Alors ça montre parfois la perversité effectivement de certains marchés financiers ou de certaines valorisations. Ça a été dit. D'un autre côté, ça montre aussi la vie d'un marché. C'est-à-dire qu'il faut renouveler un marché, il faut qu'il y ait des IPO, il faut qu'il y ait des introductions en bourse. On parlait de Airbnb, et tout ça est somme toute assez positif. D'autant plus, ça a été dit, je crois que la problématique du gérant aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'aller voir quelles sont les valeurs qui recèlent d'un potentiel et qui sont, je dirais, sur des niveaux de valorisation acceptables. Parce qu'il est vrai que le niveau atteint par les marchés et par certains secteurs, je dirais, limite notre champ d'investigation. Alors, on est toujours ravi qu'effectivement, il y ait, vous savez que Siemens va introduire 30% de sa division santé. Bon, on peut regretter que ça soit que 30%, mais c'est plutôt un bon signe que Philips a introduit Philips Lighting. Ça s'est somme toute bien déroulé. Et puis ils remettront probablement même pour des dossiers, allez, on va dire moins marketés en tout cas dans l'esprit du grand public que Snap. Oui, il y a une fenêtre d'opportunité et les choses se passent bien. Bien sûr. Et puis vous allez avoir, vous savez que depuis le début de l'année, on a eu soit des grandes OPA, soit des OPA ratées, enfin du moins qui ne sont pas allés jusqu'au terme. Alors bien évidemment, souvent les OPA sont en fin de cycle, au moment où les marchés sont au plus élevés. Attendez, vous venez de me dire Snap, ça me fait penser à 2000. Les OPA, c'est souvent en fin de cycle. C'est pour ça que je vous repose la question. Est-ce que c'est quand même pas... ça suscite quelques interrogations quand même, ces moments-là. Mais le niveau de valorisation des marchés, et particulièrement du marché américain, suscite inévitablement des interrogations. D'accord ? Il y a une règle, c'est don't fight the market. On dit don't fight the Fed, ne vous battez pas contre la Fed, ne vous battez pas contre le marché. Madame fait remarquer à juste titre que beaucoup d'investisseurs
y compris d'ailleurs sur la zone euro, ne sont pas investis. Donc fatalement, vous avez, je dirais, quand même pas beaucoup d'alternatives d'investissement. Vous avez le high yield. Tout le monde s'est rué. La dette à haut rendement. La dette à haut rendement. Tout le monde s'est rué sur la dette à haut rendement. Les spreads se sont compressés. Donc on va dire que il y a plus grand chose à gagner là-dessus. Sur les marchés de taux longs, on a un 10 ans américain qui tient à un niveau incroyablement bas parce que la BCE fait quelque part éviction sur les emprunts de la zone euro. Donc les gens vont chercher de l'obligataire américain. Mais à terme, la logique purement économétrique serait quand même que le 10 ans américain soit à 3% et non pas à 2,45. Donc à partir de ce moment-là, cette liquidité qui reste pléthorique. Je vous rappelle que le bilan de la Fed n'a pas diminué. Non. Donc la liquidité est toujours là. Eh bien, cette liquidité, il faut bien qu'elle aille s'investir. Donc oui, il faut être peut-être un peu vigilant. Il faut être sélectif. On l'avait dit, je crois, sur le plateau. Ça ne sera pas obligatoirement une approche sectorielle. Ce sera probablement plus une approche de stock picking. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un secteur, prenons un exemple simple, les caps goods, les biens industriels sont honnêtement très bien valorisés. À l'intérieur de ce secteur, je vais vous citer deux valeurs qui me paraissent receler un potentiel, une française Schneider et une néerlandaise Philips. Bon, maintenant, j'irai pas effectivement acheter le secteur dans son ensemble. On va marquer une dernière pause. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h. On va retourner faire un tour du côté du floor du New York Stock Exchange pour retrouver Sabrina. Et donc cette première cotation de Snap dans une très belle ambiance, on peut le dire, plus 50% quasiment pour le titre, plus 48% actuellement. On est désormais au-delà des 25 $ pour un prix d'introduction en bourse qui a été fixé à 17 $. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Journée particulière puisqu'on est en train de vivre ensemble l'introduction en bourse de Snapchat, la maison mère, donc Snap cotée au New York Stock Exchange depuis une demi-heure grosso modo, avec un titre qui s'envole de 50%. Nos invités sont en plateau avec nous jusqu'à 18h pendant encore quelques minutes, et Sabrina sur le floor du New York Stock Exchange pour nous faire vivre effectivement ce moment. Je vois un peu moins de monde déjà autour de vous, Sabrina. Est-ce que ça s'est déjà calmé? Parce que sur le titre Snap, là, ça continue de plus belle. Ça s'est calmé, il n'y a plus personne. On reprend le quotidien au New York Stock Exchange, sur le floor. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes, il y a de moins en moins de traders, et les quelques traders, effectivement, là, on souffle un petit peu après la tension de ce début de cotation. C'est plus on est juste du poste là où eh bien on a eu qui s'occupent de l'IPO de Snap avec les market makers qui sont encore en train de discuter à l'intérieur, et c'est eux qui ont appelé, qui étaient au téléphone avec Goldman Sachs, avec Morgan Stanley, pour essayer de trouver le juste prix. C'est pour ça que ça prend du temps, on le sait, Goldman Sachs prend toujours son temps, Morgan Stanley également, mais plus Goldman Sachs pour trouver le juste prix. On l'entend, we have to get the right price. C'est très important, et c'est pour ça que les gens, les sociétés font confiance à Goldman Sachs. C'est une introduction, un titre qui est actuellement à 25,05 $, une hausse qui s'accélère légèrement, 47,5 $, même si on est passé, on était sur une progression de 50% sur les toutes premières secondes d'échange, minutes d'échange. Une introduction donc réussie, si tout se passe bien d'ici la clôture, mais bon, on est sur une très belle progression, un joli test. 17 $, c'était le prix d'introduction. C'était déjà très très timide, si on écoute ce qui se disait dans le roadshow, c'est une offre qui était sursouscrite déjà. On parlait d'une introduction aux alentours de 19 $. On a préféré rester sage, j'ai envie de dire, pour avoir un joli pop sur la première journée de cotation, plus 46%. Une société que l'on va surveiller, bien sûr. Pourquoi? Parce que, et on répète depuis tout à l'heure, c'est important, c'est un véritable test pour ces IPO, avec une année 2016 pas terrible, et on espère une reprise des IPO, notamment dans le secteur tech. On a des grands noms qui pourraient, si tout se passe bien aujourd'hui et sur les semaines à suivre, sur ce titre Snap, faire leur entrée en bourse. On pense bien sûr à Airbnb, on pense également
également à Uber ou encore à Kids. Donc on verra, parce que la grande question, et ça aussi on répète, est-ce que c'est Twitter? Souvenez-vous, le titre Twitter avait bien grimpé sur la première journée de cotation. On connaît l'histoire Twitter, on sait qu'aujourd'hui ça va pas très bien. Facebook, pas terrible pour les premières journées de cotation. Bon, il y avait eu un petit problème avec le Nasdaq, mais aujourd'hui, depuis l'introduction en bourse de Facebook, on est sur une progression quand même de 250% pour le titre Facebook. Donc est-ce que c'est Facebook ou Twitter? On verra sur les prochaines tendances. J'ai pu discuter avec plusieurs traders. Voilà, il faut savoir aussi que c'est une cible Snap de millennials. Ici, la moyenne est un petit peu plus, ils sont un peu plus âgés, donc ils sont pas forcément très optimistes sur le long terme pour Snap, et donc on verra. Et alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on discutait sur le patron qui était ici au New York Stock Exchange pour l'ouverture. Il est effectivement parti, donc il n'était pas là pour les premières cotations. C'est la première fois que cela arrive, et du coup on a eu quand même pas mal de traders aussi qui étaient déçus. Alors effectivement c'est un petit peu le jeu de Snap, il faut rester discret, c'est le personnage aussi, il est comme ça. On voit également dans le headquarter, il a un bureau, alors qu'on est quand même sur un système d'open space, notamment dans les sociétés tech. Là vraiment il est tout seul, on ne communique pas, il n'a pas donné d'interview à CNBC, c'est un signe, donc il ne communique pas. Il est parti avant de voir ce que faisait son titre, avant qu'on lui explique, parce que c'est un petit peu le jeu ici. Lorsqu'on s'introduit en bourse, eh bien on discute avec les traders expliquent, voilà, c'est ce qui va se passer, ce qu'on espère faire. On va à l'intérieur du booth et on discute avec les market makers. Là, non. Donc petite déception de ce côté-là, mais pour les investisseurs, donc très belle première cotation, plus 46% pour le moment. Grégoire, on est à $24,92 sur le titre Snap. Merci beaucoup Sabrina de nous faire vivre ce moment en direct. Donc gros événement aujourd'hui au New York Stock Exchange pour la planète finance, on va dire. Tout le monde regarde évidemment cette réaction de marché spectaculaire à l'introduction en bourse de Snap. Rapidement en un mot, Vincent Fourcault, est-ce que ça ouvre la voie à d'autres licornes là qui ont envie d'aller s'introduire en bourse peut-être dans les mois à venir? Ah, certainement, ça donne envie. Lever 3 milliards en quelques instants et voir son cours augmenter de 50%. Airbnb s'était posé la question, je crois, en juin 2014 sur une valorisation de 10 milliards. Nous, on n'attendait que ça. Paraît-il que la dernière valorisation serait de 30 milliards. Mais là, on parle d'un leader dans un métier très clair, avec une marque très bien identifiée. Il n'y a que Expedia qui est une petite marque concurrente de Airbnb. Et puis vous avez Uber qui est une plateforme fabuleuse, une force de la marque et d'un leadership sans remise en question, alors que Snapchat, c'est pas le leader d'argent. Uber, c'est pareil. Alors on n'a pas les détails. C'est vrai que les informations qu'on a, ils auraient perdu 3 milliards l'année dernière pour gagner du client. Vous me dites qu'on n'achète pas une boîte qui gagne pas d'argent. Mais c'est un business de plateforme. N'oubliez pas la force d'une plateforme ici. On n'est pas convaincu sur le pricing power de Snapchat auprès des annonceurs. Ils ont beau avoir 170 millions d'utilisateurs uniques quotidiennement, mais qui est prêt à payer pour cette audience? Nous, on a beaucoup de doutes. Allez, dernière question. Il nous reste 1 minute. Béatrice Philippe, Pascal Bernachon, hausse de taux en mars, le 15 mars, dans 15 jours, du côté de la Fed, oui, c'est quasi sûr. Vraisemblablement. Ouais. Pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, parce que tension sur les salaires aux États-Unis, le taux de chômage qui est sorti, enfin les nouvelles les inscriptions hebdomadaires au chômage sont beaucoup plus basses que prévu. Donc il y a de fortes chances que les taux montent. Oui, dit en sens inverse, elle a plus d'arguments, Hélène, pour pas monter les taux ou pour retarder encore un peu plus la hausse de taux. Là. Il peut se passer encore des choses d'ici le 15 mars. Mais pour l'instant, si c'était aujourd'hui, je pense qu'elle monterait les taux. Ouais. D'accord avec ça, Pascal? Complètement, forte probabilité. Et une hausse de taux en mars pour en avoir combien à la fin de l'année? 3, comme annoncé. Mieux vaut partir maintenant pour faire cette hausse de taux. La Fed est en retard sur le cycle, volontairement en retard, et elle restera volontairement en retard pour éviter que les taux longs montent trop vite. Ouais. Je crois que c'est vraiment son objectif. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été avec nous. Ça s'est transformé un petit peu en émission spéciale autour de Snap, mais évidemment c'était l'événement aujourd'hui. Ce sera l'événement encore tout au long de la soirée sur BFM Business. Sébastien Coinon, Tech & Co qui reviendra très largement. Sabrina au New York Stock Exchange pour nous faire vivre ce moment Snap.
Snap donc qui bondit de plus de 45% pour sa première cotation malgré toutes les critiques qu'on a pu entendre et que vous avez pu émettre autour de ce dossier. Et c'est vrai qu'il y a des points de faiblesse, il y a sans doute beaucoup de choses à dire. Un dossier qui ne gagne pas d'argent, qui est peut-être en train de ralentir sa conquête d'abonnés là sur les derniers mois, les derniers trimestres de ce qu'on a pu voir. Mais en tout cas, c'est un dossier là qui aujourd'hui fait l'actualité avec un optimisme quand même assez remarquable du côté de ces marchés américains. Béatrice Philippe était avec nous ce soir, présidente de 4PointCM, Pascal Bernachon, stratégiste de KBL Richelieu Gestion, et Vincent Fourcault, le président d'Uncia Asset Management. Bientôt 18h. Très bon début de soirée. Le retour d'Intégral Bourse demain après-midi dès 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.